Monsieur Dupont, vous êtes à l'antenne, c'est à vous. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Pas de souci. Je vais tout de suite mettre ma présentation à l'écran. Si vous avez un souci sur le partage, je peux la passer pour vous si vous souhaitez. Oui, attendez, je vais la partager. Oui, bah, si vous pouvez passer là, comme ça, ce sera plus simple. Pas de souci, je vais vous la lancer comme ça. Il faudra juste me demander l'écran suivant, c'est tout. D'accord, pas de problème. Voilà. Alors, hop, je vais la lancer de mon côté. Voilà, elle est à l'écran. C'est parfait, très bien, merci beaucoup. Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, les organisateurs de Rebondcad m'ont demandé de proposer de présenter mon expérience de la reprise d'une entreprise, en l'occurrence la société Multon. Donc, je vais essayer, dans le temps imparti, de vous expliquer un peu la genèse du projet jusqu'à sa réalisation. Et puis, dans un deuxième temps, de parler du retour d'expérience de cette reprise. Et puis, bien évidemment, de répondre aussi à vos questions, s'il y en a concernant cette démarche de reprise d'entreprise. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, juste en quelques mots pour vous présenter l'entreprise. Donc, il s'agit d'une entreprise de mécanique et plus particulièrement d'usinage de pièces en petite et moyenne série. Donc, l'entreprise existe depuis 1954, donc elle a été créée par M. Multon et reprise par son fils qui a fait valoir ses droits à la retraite il y a maintenant 2 ans et qui a donc, dans ce cadre-là, souhaité céder et trouver un repreneur. Alors, en quelques mots, sans rentrer dans le détail, mais l'entreprise dispose d'un parc machine assez conséquent de machines à commande numérique pour faire de l'usinage, principalement par tournage, mais également tournage et fraisage. Et puis, on a aussi un certain nombre de machines dites conventionnelles qui ne sont pas à commande numérique pour faire des travaux un petit peu divers. Aujourd'hui, donc, elle emploie 22 salariés et on réalise un chiffre d'affaires de 1,6 million d'euros par an. Donc, la reprise j'en parlerai bien sûr plus en détail après, a eu lieu en mai 2019. Voilà, donc l'entreprise est située à Noyon, dans le nord-est du département de l'Oise. Elle est certifiée ISO 9001 et nous travaillons sur une certification environnement 14001. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée de ce que nous fabriquons des pièces, nous usinons des pièces telles que celles qui apparaissent sur l'écran, sur le slide, donc des pièces de moteur hydraulique, des pièces assez massives qui peuvent aller jusqu'à 120 voire 150 kg, des composants hydrauliques, on fabrique également des éléments de vérins hydrauliques, des arbres de transmission, que vous avez en bas à droite du slide. Slide suivant. Nous fabriquons des arbres cannelés avec des dentures, donc des choses un peu complexes, des vilebrequins. Et puis, nous développons aussi depuis peu la fabrication d'outillages, notamment de matrissage, tel que vous avez les composants en bas à gauche de la présentation, plus un certain nombre bien d'autres pièces, puisque nous avons
je dirais, notre catalogue, entre guillemets, plus de 1000 références que nous sommes capables de faire pour nos clients. Et puis, nous travaillons également sur plan et à la demande. Voilà, donc, une brève présentation alors, je veux dire, des repreneurs, parce qu'en l'occurrence, dans ce projet, j'étais le porteur de projet initialement. Et donc, nous avons, j'ai un associé donc, qui s'est joint au projet en cours de route. Donc, une brève présentation des deux protagonistes. Donc, en ce qui me concerne, moi, j'ai une formation d'ingénieur en génie mécanique de l'UTC, 83, donc ça remonte déjà un certain temps. Alors, mon parcours, très brièvement, moi, j'ai d'abord travaillé dans le domaine du conseil en organisation industrielle, donc dans un cabinet de conseil, et ensuite dans un cabinet d'ingénierie que j'ai créé et dirigé pendant 9 ans. Donc, c'est là où j'ai pris goût à l'entrepreneuriat mais là, cette fois-ci, c'était une création pure et simple, ça n'était pas une reprise. Et puis après, j'ai exercé différentes fonctions, direction technique ou direction de production, principalement chez des équipementiers automobiles, pendant 6 ans. Et puis ensuite, pour une bonne part également dans l'industrie automobile, en tant que directeur d'usine et directeur industriel. Mon dernier poste, dernière entreprise dans laquelle j'ai travaillé était le groupe Linamar Montupet, qui est une fonderie qui usine des culasses en aluminium. Et donc, mon associé, donc on parlera un petit peu après de la genèse du projet, mais mon associé dans cette reprise s'appelle Arnaud Crollet, donc il est également ingénieur de formation de l'ENIMES. Il a eu un doctorat en plus en mécanique et en usinage. Il a 42 ans, moi j'ai 60 ans. Et puis, il a également travaillé dans l'ingénierie, dans le conseil, en usinage. Et puis, on a eu l'occasion de travailler pendant 8 ans ensemble chez Linamar Montupet, lui étant directeur technique de la division usinage. Et donc, on se connaît bien et on a pu monter ce projet en ayant déjà une bonne expérience en commun. Alors, pour parler brièvement de la genèse du projet de reprise, bon, comme vous l'avez compris, moi, j'ai déjà eu une première expérience de création d'entreprise. Ce n'est pas une reprise. En ayant créé, il y a fort longtemps, un cabinet d'ingénierie et en ayant dirigé pendant 9 ans. Donc, moi, j'avais un peu pris goût à l'entrepreneuriat avec tout le challenge que ça représente. Et mon objectif était si l'occasion et si l'opportunité se présentait, de pouvoir reprendre une entreprise, enfin recréer ou reprendre plutôt une entreprise. Et puis, je dirais que une opportunité, je dirais un contexte a permis finalement de mettre en œuvre ce projet, puisque dans le groupe, donc Linamar Montupet, il y a eu de forts changements stratégiques avec lesquels je n'étais plus forcément en accord, et donc j'ai profité de ces circonstances pour quitter ce groupe et puis en parallèle donc déjà faire un certain nombre de démarches pour retrouver l'entreprise adéquate. Donc projet que j'ai mené seul au début et puis qu'on a après avec mon associé mené ensemble. Et puis donc voilà, c'est plus déjà par un goût d'entrepreneuriat que j'avais gardé un peu par-devers moi et qui, malgré toutes ces années passées dans des grands groupes, était resté assez présent et voilà, ce challenge m'intéressait beaucoup et donc c'est comme ça que le projet de reprise a trouvé sa genèse. Et puis bon, il y avait aussi une conviction de par mon expérience professionnelle qu'il y avait des opportunités à saisir dans la reprise de PME. Et puis, bon, j'avais eu aussi la chance d'avoir côtoyé beaucoup d'entreprises industrielles dans le secteur et de savoir un petit peu ce qu'on pouvait trouver également sur le marché. Alors, brièvement, parce que j'exposais un peu les critères qu'on s'était fixés dans la recherche d'une entreprise. Ça devait être une PME dans le domaine de la mécanique, si possible l'usinage, parce que c'était Arnaud Crollet et moi-même, un domaine qu'on maîtrisait bien, qu'on connaissait bien, avec un chiffre d'affaires compris entre 1 et 2 millions d'euros, effectif entre 15 et 25 personnes, si possible situé en Picardie ou département limitrophe, puisque étant basé
personnellement, dans le département, c'était aussi une certaine facilité de pouvoir trouver une entreprise à proximité, si possible en bonne santé financière, et puis un prix de cession ne dépassant pas 1,2 million d'euros. C'était la limite vraiment maxi qu'on s'était fixé. Alors, comment ça s'est déroulé? Bon, pour initier les prises de contact, là, je ne vais rien vous apprendre. Hein. Moi, à l'époque, j'avais pris contact il y a maintenant 3 ans avec les cabinets spécialisés dans la cession reprise, les chambres de commerce et d'industrie, le CRA que j'avais aussi rencontré, bien sûr le réseau des anciens de l'UTC que j'avais aussi sollicité puisque étant moi-même de l'UTC, les groupements professionnels locaux par branche d'activité que j'avais déjà moi approché dans un autre contexte et que j'ai aussi sollicité pour m'indiquer des opportunités de reprise, des sous-traitants que je connaissais aussi par mon activité précédente, et puis aussi le bouche à oreille, de faire savoir que vous êtes un repreneur potentiel et que voilà, petit à petit le bouche à oreille fonctionne, et j'ai eu un certain nombre de contacts qui se sont établis grâce à ce bouche à oreille. Et ce que j'avais fait aussi initialement, enfin même dans de la démarche de recherche d'opportunités d'entreprises à reprendre, c'est que j'avais aussi ciblé des entreprises susceptibles de m'intéresser, et j'avais pris contact directement avec les dirigeants, soit par courrier, soit par appel téléphonique, pour leur demander s'ils étaient dans une réflexion concernant le devenir de leur entreprise. Donc j'avais ciblé à la fois les domaines, mais aussi un petit peu le profil des cédants potentiels, regardant notamment la tranche d'âge, des critères que l'on trouve maintenant assez facilement sur les réseaux sociaux, qui permettaient aussi de faire une approche très soft, mais auprès de ces cédants potentiels, et voir s'ils avaient éventuellement un projet de cession en tête. Donc le résultat de tout ça, de toutes ces investigations, ça a été 15 contacts, avec une première discussion déjà quand même assez détaillée avec le cédant potentiel. Bon, il y a eu, comme on dit, un taux d'échec, je dirais, d'abandon au cours de route. Moi, j'ai étudié, avec mon associé ensuite, on a étudié 8 dossiers de manière beaucoup plus détaillée. Et il y a 2 dossiers, dont l'entreprise Multon, qui se sont retrouvés, comme on dit, en shortlist de choix. Donc tout ça, c'est une durée d'investigation qui a été d'au moins 24 mois, je pense même un petit peu plus, entre les premiers contacts, les premières démarches, et puis l'aboutissement à la réalisation et la signature d'un compromis de vente et d'achat. Donc voilà un petit peu l'histoire un peu de la reprise de l'entreprise. Alors, sans avoir, je dirais, la prétention d'être exhaustif, mais je dirais le retour d'expérience de toute cette démarche et de toutes ces investigations. Bon, je vais essayer de synthétiser en quelques mots dans ce slide. Et je pense, pour moi, il est important de bien évaluer une fois qu'on a ciblé l'entreprise, de bien évaluer les motivations des clients d'entreprise à poursuivre la collaboration. Moi, on a passé pas mal de temps, notamment avec les 2 entreprises qui étaient en shortlist de choix, avec les clients de ces entreprises et avec l'accord bien sûr du cédant, pour bien mesurer la motivation, le fait qu'il n'y ait pas de blocage ensuite à la poursuite de la collaboration. Et ça c'est extrêmement important. Les premières approches qu'on avait pu faire étaient un peu, je n'ai pas suffisamment fouillé là-dessus, et donc on s'est aperçu après coup dans l'analyse du dossier qu'il nous manquait beaucoup d'informations sur la motivation des clients d'entreprise. Et ça, pour moi, c'est un point important à aborder le plus vite possible, parce que c'est la clé de tout ce qui va suivre après.
évidemment, il est important pour moi, je pense que c'est important de bien évaluer la valeur réelle de l'entreprise. Dans les dossiers qu'on a pu étudier, on s'est aperçu dans beaucoup de cas que évidemment, le cédant a tendance à surévaluer la valeur de son entreprise. Bon, il y a souvent aussi un côté affectif qui joue beaucoup. Et donc, c'est bien sûr très important de supprimer, enfin d'éliminer un petit peu tout l'affect qu'il peut y avoir là-dedans, à la fois du côté du cédant, mais aussi du côté du repreneur potentiel, et de vraiment regarder factuellement les éléments de valorisation, bien sûr, je dirais, intrinsèques de l'entreprise, de son potentiel de marché, et d'y mettre bien sûr aussi des coefficients de sécurité pour pouvoir faire une offre qui soit réaliste. Bon, ce qui est important aussi, à mon sens, c'est de passer le plus de temps possible avec les salariés de l'entreprise. Bon, ça a été le cas là, pour l'entreprise Multon. On a, avec l'accord du cédant, ça a été de rencontrer les salariés. On apprend beaucoup au travers de ça. Et parfois, c'est un discours un petit peu différent du cédant, enfin, du propriétaire. Mais c'est une mine d'informations importante, de voir aussi la motivation des salariés, leur vision d'entreprise, ce qu'ils attendent d'un repreneur, leurs inquiétudes aussi. Donc ça, c'est très important de pouvoir passer du temps là-dessus. On l'a fait avec les salariés de l'entreprise Multon, et je pense que ça a été aussi un élément important des fois dans le choix final de procéder à la reprise, et puis de savoir où, je dirais, les points forts, et aussi bien sûr les points d'amélioration dans l'entreprise. Un autre point sur lequel on a beaucoup travaillé, et avec le retour d'expérience, on aurait peut-être dû y passer un peu plus de temps, enfin, encore plus, c'est bien regarder les équipements en place, l'état d'entretien, les pièces de rechange, des éléments d'usure. Bon, là, on est sur une activité très technique, avec des gros équipements, et c'est très difficile quand on fait, je dirais, une première approche d'être exhaustif. Hein, c'est effectivement une limite de temps, mais là aussi, il ne faut pas hésiter à passer du temps lorsqu'il s'agit d'une entreprise industrielle avec des équipements techniques assez complexes, parce qu'on n'est jamais à l'abri, et c'était le cas. Nous, on a découvert des problèmes de fonctionnement ou des problèmes de maintenance qui n'étaient pas forcément suffisantes, et qu'on a dû corriger après l'acquisition, forcément aussi avec un coût supplémentaire qui n'est pas forcément budgété. Bon, évidemment, il faut aussi procéder à un audit comptable et financier. C'est ce qu'on a fait pour l'acquisition d'entreprises Multon, mais j'avais été amené à le faire aussi pour l'autre entreprise qui était en shortlist. L'avis d'un expert comptable est extrêmement important, avec un œil un petit peu extérieur, et qui donne un éclairage objectif sur l'acquisition ou pas. Ça, c'est extrêmement important. L'audit social aussi est important. Ça coûte un petit peu d'argent si vous le faites faire par un cabinet d'avocats, par exemple, ou un cabinet spécialisé, mais c'est aussi important pour bien évaluer s'il y a des problèmes sous-jacents, un historique parfois avec le personnel qu'on vient de ne pas découvrir après coup. Donc là, ça n'a pas été, pour l'entreprise Multon, ça n'a pas été le cas. La situation était claire, mais dans un autre dossier que j'avais été amené à étudier, ça a été un point quasiment rédhibitoire. L'audit social avait révélé un certain nombre de points qui étaient très éloignés de ce qui était présenté. Un point aussi qui est important dans cette démarche, je dirais, d'évaluation d'une entreprise, c'est de bien évaluer le niveau de compétence des salariés. Bon, il y a la technique, il y a les moyens, on est souvent focalisé sur ce qui est visible, et beaucoup moins sur ce qui ne l'est pas.
Et c'est important de pouvoir évaluer la compétence réelle et non pas forcément celle qui est affichée sur la fiche de paye des salariés, parce que c'est aussi le potentiel de l'entreprise que vous analysez en faisant ce genre d'investigation. Bon, on l'a fait par exemple pour l'entreprise Multon, mais malgré cela, on aurait dû là aussi pousser un petit peu plus parce qu'aujourd'hui, il y a des formations complémentaires que l'on doit mettre en place par rapport à un potentiel que l'on a mis en avant, mais on s'est aperçu que face à la réalité de certaines productions, on avait besoin de compétences complémentaires ou de remise à niveau pour certaines compétences. Et c'est ce qu'on est amené à faire en ce moment. Voilà. C'est un point qu'il ne faut pas négliger. Après, bon, comme dans tout projet de reprise d'entreprise, il faut bien sûr établir un business plan. Bon, c'est ce qui a été fait dans le cas de Mouton. Il faut le faire de réaliste et prudent. On a tendance, lorsqu'on fait des premiers business plans, à mettre le chiffre d'affaires, à mettre un certain nombre d'hypothèses optimistes en disant bon voilà, comme ça passe mieux et c'est plus présentable au niveau des banques, par exemple. Mais il faut être très prudent en faisant ça parce que le business plan, c'est la ligne directrice des prochaines années de vie de l'entreprise. Et donc, c'est avant tout un outil pour vous repreneurs, et pas effectivement, il sert aussi pour les banques, pour un certain nombre de partenaires, mais c'est avant tout votre ligne directrice. Et si vous êtes trop optimiste sur la ligne directrice, évidemment, au bout de quelques mois, vous êtes vite en écart et ce n'est pas souhaitable quand on reprend une entreprise. Et puis, je pense qu'il y a un autre point important que moi, je voulais souligner aussi dans ce retour d'expérience, c'est le nécessaire soutien de l'environnement personnel. Famille, amis, un projet de reprise d'entreprise, c'est un investissement en temps colossal. C'est des difficultés qu'on n'avait pas forcément vues. Bon, il y a aussi heureusement des bonnes surprises, hein, ça va dans les deux sens, mais globalement, il y a toujours tout un volant d'aléas qui intervient et qui finalement demande un investissement en temps, une concentration aussi sur le projet. Et donc, il faut que l'environnement familial soit aussi adhère à ça et parfois même soutienne. Hein, c'est aussi important. Voilà, qu'il n'y ait pas de pression familiale contraire finalement à l'investissement qu'il faut forcément mettre et le temps qu'il faut consacrer préalablement à la reprise, mais c'est surtout dès que la reprise est réalisée, tout le temps qu'il faut faire parce que voilà, le champ d'investigation est énorme. Il faut mener les choses en parallèle, de front, et ça prend beaucoup de temps et le support de l'environnement personnel, familial est extrêmement important et je dirais même crucial pour que ça se passe bien, au moins qu'il y ait un soutien moral, on va dire, au moins moral, important. Alors, un petit point, là aussi, toujours dans le cadre du retour d'expérience concernant le financement. Bon, une fois que, bien sûr, le projet a été mené, l'accord de principe avec le cédant est acquis, évidemment, il faut s'assurer du financement d'opération. Bien sûr, c'est une démarche qui peut se préparer bien en amont. Moi, ce que je conseille, dans les cas que j'ai été amené à étudier, et dans le cas qui est de l'entreprise Multon, c'est que, bon, dans la mesure du possible, c'est bien d'obtenir un accord de financement, quand bien sûr la banque est sollicitée, de la banque principale de l'entreprise. Parce que si la banque principale vous fait confiance dans votre projet, évidemment, il est nécessaire de mettre en concurrence les organismes bancaires, c'est de bonne guerre, mais quand vous allez voir d'autres banques en disant la banque principale de l'entreprise est déjà d'accord sur le principe de financement, bon, généralement, les autres banques sont déjà plus facilement d'accord pour étudier le dossier et puis se disent, voilà, si la banque principale
suit le repreneur, nous, on peut faire une offre, puisque voilà, la banque principale connaît bien l'entreprise. Si elle suit ce projet, c'est qu'il y a un intérêt. L'autre point sur lequel j'insisterai beaucoup, c'est de faire valider son projet de reprise. À partir du moment où, bien sûr, il est suffisamment mûr. J'ai dit ça par ses pairs, mais voilà, les pairs, ça peut être bien sûr ses connaissances, ses amis, des gens qui sont déjà dans des entreprises ou des structures. Et là, ça a été le cas pour l'entreprise Multon, des structures type Réseau Entreprendre Picardie, que je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent. Donc, moi, j'ai sollicité déjà pour présenter le projet de reprise. Et puis, donc, le projet a été examiné par un certain nombre de membres du Réseau Entreprendre Picardie. Et ce Réseau Entreprendre Picardie a soutenu le projet de reprise de l'entreprise Multon. A soutenu de deux formes différentes. Il y a, à partir du moment où on est lauréat de Réseau Entreprendre Picardie, on peut bénéficier donc d'un prêt, je dirais sans frais, d'un prêt d'honneur de Réseau Entreprendre. C'est le repreneur qui a ce prêt d'honneur. Alors, certes, cet apport financier est bon à prendre, mais ce qui est surtout important, et c'est ce qui vient après, c'est de pouvoir dialoguer, continuer à échanger, être accompagné aussi, en l'occurrence Réseau Entreprendre Picardie, donc à désigner un accompagnateur. On s'est choisi mutuellement et tous les mois, même parfois 2 fois par mois, on fait un point avec un chef d'entreprise, membre de Réseau Entreprendre, on échange soit par téléphone, soit on se rencontre, et puis sur la vie d'entreprise, les difficultés, les points d'amélioration. Et c'est bien d'avoir un œil extérieur, je dirais neutre, qui pose les bonnes questions, qui peut apporter aussi un support le cas échéant. Et puis, de façon un petit peu plus générale, le Réseau Entreprendre Picardie organise aussi des sessions sur des thèmes qui intéressent les repreneurs, soit sur la banque, sur l'organisation, le management. Enfin, il y a plein de sujets. Et voilà. Donc, je suis pas en train de faire la publicité de Réseau Entreprendre Picardie, mais il y a d'autres structures qui existent, qui font la même approche. Un Réseau Entreprendre existe au niveau national et pas uniquement en Picardie, donc ça se fait dans d'autres régions. Et puis, il y a d'autres structures également dans d'autres régions qui apportent le même type de support et de soutien. Mais pour moi, quand on est repreneur, créateur ou repreneur d'entreprise, d'avoir comme ça un accompagnement, je dirais, vraiment adapté, c'est très important moralement, et puis ça peut l'être aussi sur des aspects plus précis, où là, on peut aller chercher la bonne compétence qui va vous apporter un éclairage sur le sujet qui vous préoccupe. Et puis c'est aussi important pour moi je l'ai constaté dans les discussions avec les banques pour le financement de la reprise, où le fait de mentionner que le projet est lauréat de Réseau Entreprendre, par exemple, c'est aussi de nature à fortement rassurer, convaincre les banques que le projet est viable et intéressant, parce qu'il a déjà été validé par un certain nombre de chefs d'entreprise qui, d'une certaine manière, apportent une caution morale à ce projet de reprise. Donc ça, c'est aussi très important. Un dernier point concernant, on va dire, l'aspect financier en général, moi, j'insisterai beaucoup aussi sur quand on fait dans un projet un contrat de reprise d'entreprise, bien sûr, il faut se faire aider par un conseil pour l'établir, expert comptable ou avocat. Il y a toujours la notion de garantie d'actifs et de passifs, on appelle la GAP. Moi, quand mon conseil m'en a parlé en disant oui, s'il faut établir des règles précises de la garantie d'actifs et de passifs, première réflexion, c'est de dire oui, est-ce que c'est franchement important, etc. Est-ce qu'il faut passer autant de temps là-dessus? Il a insisté fortement, et je crois qu'il a bien fait. C'est important de bien
définir les conditions, les modalités d'application éventuelle de la garantie d'actifs et de passifs. C'est-à-dire, en clair, s'il y a des choses non constatées au moment de l'acquisition ou avant l'acquisition et qui apparaissent comme étant de la responsabilité de l'ancien propriétaire. Donc, cette clause permet de faire valoir un certain nombre de choses antérieures qu'il convient de couvrir par une garantie. Alors après, évidemment, on l'utilise ou on ne l'utilise pas, ça c'est une autre question, mais c'est important de bien se prémunir contre ça parce que voilà, elle peut aussi permettre de garantir un certain nombre de choses, alors qui ne sont pas forcément des choses délibérément masquées par l'ancien propriétaire, hein. Simplement, ben voilà, il y a des éléments qui peuvent intervenir qui font que, à un moment donné, ben voilà, la performance d'un équipement n'est pas du tout celle qui était prévue, qu'il y ait peut-être aussi des engagements pris vis-à-vis des salariés qui doivent se traiter après coup. Voilà, la garantie d'actifs le passif permet de couvrir ce genre de choses. C'est important d'y passer du temps, même si au départ, ça peut paraître un petit peu complexe, un peu rébarbatif quand on est repreneur, de dire, bon allez, ok, on passe assez vite, c'est une clause standard. Non, ça ne doit pas être une clause standard, ça doit être quelque chose de bien établi. Bon, après, là aussi, par retour d'expérience, et là encore, ce que je veux dire là n'a pas forcément prétention d'être exhaustif, puis c'est plus par rapport au vécu de mon associé et de moi-même. Une fois l'acquisition réalisée, une fois la signature, et une fois que vous êtes aux commandes, on va dire, c'est important d'établir une communication extrêmement suivie avec le personnel et surtout d'obtenir son adhésion à votre stratégie. Alors, si ça peut se discuter avant déjà avec eux, c'est bien, mais dès que la signature de l'acte d'acquisition est faite, voilà, il faut passer du temps. En l'occurrence, pour l'entreprise Multon, on était dans un mode de fonctionnement, on va dire, un petit peu traditionnel et classique, et avec un management, je dirais, d'un propriétaire qui n'était pas forcément très orienté vers communiquer sa stratégie. Il avait dans la tête, et puis voilà, ça se déroulait comme ça, jour après jour. Et donc, nous, pour les OEM, on est arrivé avec des idées un petit peu différentes, et on les a communiquées. Ça nous a pris beaucoup de temps. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce que l'ensemble de notre stratégie pour l'entreprise est maintenant bien connue et acceptée par le personnel, mais c'est important surtout de veiller à ça. C'est important pour moi aussi, par retour d'expérience, de mettre en place des points réguliers avec les clients historiques ou les nouveaux clients. Ne pas travailler seul, donc on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est vrai avec des structures telles que le réseau Entreprendre, mais c'est vrai aussi avec des groupes professionnels, des structures d'accompagnement, vraiment développer, consolider si c'est nécessaire, développer si c'est nécessaire aussi, tout un réseau autour d'entreprises, mais surtout de le mettre en votre main. C'est-à-dire, il y avait tout un réseau qui était peut-être celui de l'ancien propriétaire. Il faut que vous arrivez avec une vision différente, une stratégie différente. Il faut que le réseau autour de vous soit constitué aussi pour vous soutenir. Et quand je dis réseau, c'est aussi bien les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, nouer des liens rapidement avec toutes ces structures pour déjà, vous faire connaître, et puis voilà, que tout ça fasse un maillage le plus dense possible autour de l'entreprise. Concernant la période d'accompagnement par le cédant, elle est nécessaire, évidemment. À mon sens, elle doit être courte, mais intense et structurée. C'est ce qu'on a fait, alors un petit peu par la force des choses chez Multon, puisque M. Multon a eu des ennuis de santé au cours de la période d'accompagnement, donc il a dû s'absenter plus rapidement que prévu. Donc on a dû concentrer finalement tout le passage de témoins sur une période relativement courte d'un mois et demi, où on s'était donné 3 à 4 mois et on a fait qu'un mois et demi. Et avec le recul, je me dis que finalement c'était bien, parce qu'on a concentré tout ce qu'on devait voir ensemble sur une période courte. Et ça a aussi l'avantage vis-à-vis du personnel qu'il n'y ait pas 2 patrons dans l'entreprise, qu'il n'en ait qu'un seul. Et que le passage de témoin se fasse rapidement, ça
ça a le mérite de clarifier les choses rapidement. Alors après, bon, tout dépend bien sûr de l'activité et de la nature de l'historique de l'entreprise. J'imagine que dans certaines entreprises, le passage de témoin doit être plus long. Mais là, en l'occurrence, en même temps, on a fait ça en 1 mois et demi et je trouve qu'avec le recul, c'était très bien d'avoir concentré sur 1 mois et demi. Voilà, puis je dirais le dernier point que je voulais souligner aussi, vous avez besoin de conseils, à la fois juridiques et comptables, avant l'acquisition, pour l'acquisition, mais après coup, évidemment, c'est important de continuer ce partenariat avec des conseils juridiques parce qu'il y a toujours plein de choses à traiter qui n'étaient pas prévues. Et donc, c'est important de se faire conseiller aussi dans cette période, juste après l'acquisition et même de façon durable. Voilà, pour compléter et presque terminer ma présentation. Donc, bon, que dire de la reprise de l'entreprise 18 mois après la signature? Alors, il y a des moins, il y a des plus, hein, comme s'il n'y avait que des plus, si je vous dis qu'il n'y avait que des plus, je pense que personne ne me croirait. Donc, il y a aussi forcément des points moins ou négatifs ou d'amélioration. Alors, évidemment, il y a un point auquel tout le monde pense, c'est bien sûr la crise Covid, parce qu'on avait fait un magnifique business plan, mais il y a un point qu'on n'avait absolument pas prévu, c'était la crise du Covid, donc il a fallu faire avec. Voilà, c'est une complication plus importante. Ce qu'on a aussi découvert dans l'entreprise, c'est qu'il y avait beaucoup de fonctionnements dits empiriques, c'est-à-dire par habitude, voilà, pas structurés, pas formalisés. C'est le cas de beaucoup d'entreprises, je dirais un peu paternalistes, avec un historique familial important, et donc s'est attelé à structurer beaucoup de choses, c'est toujours en cours. C'est du temps qu'on n'avait pas forcément prévu de passer, au moins dans de telles proportions, mais voilà, ça fait partie du challenge. Il y a eu aussi quelques perspectives d'activité, d'affaires avec certains clients, que certains clients avaient laissé miroiter, qui finalement ne se sont pas révélées aussi importantes. Alors, il y a aussi la crise Covid qui est intervenue entre-temps, qui intervient aussi à ce niveau-là. Et puis, ce qu'on a constaté aussi, c'est heureusement, on a la chance d'être à deux repreneurs, 2 associés, donc c'est aussi ça, c'est une force importante dans ce genre de projet de reprise. C'est à la fois moral, un soutien, un partage des tâches qui est très utile. La nécessité pour nous, repreneurs, d'être beaucoup plus présents sur le plan opérationnel que ce qu'on aurait pu imaginer. Même si on avait déjà prévu d'être très présent, on s'est aperçu que le temps à y consacrer pour suivre point par point, mettre en place, structurer les choses, a été plus important que prévu. Et il l'est encore actuellement. Alors par contre, ça c'est les moins entre guillemets, il y a les plus. Un point très positif, c'est qu'on a eu une bonne adhésion de l'ensemble du personnel, bon état d'esprit d'équipe et de par la communication aussi qu'on a favorisé dès le départ. La confiance maintenue des principaux clients, c'était aussi extrêmement important. On a pu aussi assez rapidement développer le panel de clients avec 6 nouveaux clients depuis la reprise, sur un total de 15, donc c'est quand même très significatif, même si le chiffre d'affaires est encore limité pour l'instant, mais il y a un bon potentiel. Et puis, on a pu mettre en place aussi, avec une opportunité qui s'est présentée, une organisation commerciale qui n'existait pas dans l'entreprise et qui va nous permettre de démultiplier nos efforts commerciaux. Et puis, surtout, dans le contexte actuel, d'aller chercher, de renforcer aussi nos efforts pour aller chercher des marchés et des nouveaux projets. Donc, en conclusion, s'il fallait tirer 3 conclusions de l'expérience personnelle, la reprise d'entreprise, évidemment, c'est un chemin long, il y a plein d'obstacles, mais c'est avant tout une formidable aventure personnelle. Moi, j'ai la chance de la partager avec mon associé, et c'est vrai qu'on était déjà très en phase là-dessus, et c'est un formidable projet. Il faut bien partir avec un projet avec une bonne maturité, bien étudié, bien défini, parce que ce que vous définissez avant la reprise, vous en servez beaucoup après. Donc, vous passez du temps avant la reprise pour bien étudier ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire. Et puis, là, c'est un message pour tous les repreneurs d'entreprises potentielles qui participent à ce séminaire.
ce webinaire, c'est la crise Covid, évidemment, c'est très difficile, ça va être très douloureux pour beaucoup de PME. Moi, je le vois dans mon environnement, dans mes confrères ou les entreprises avec lesquelles on travaille. Mais ça va aussi, faut voir le côté positif, ça va créer aussi des opportunités de cession reprise ou décider certains propriétaires, certains cédants à peut-être accélérer un peu la cession de leur entreprise. Et ça va représenter, à mon sens, des belles opportunités de projets de reprise. Évidemment, il faut aller savoir les saisir, les dénicher, voilà, établir les bons contacts. Mais voilà, si la crise Covid peut au moins avoir un intérêt, entre guillemets, un point positif, c'est celui-là, c'est de peut-être voilà, permettre aussi un renouvellement ou décider certains cédants à franchir le pas de céder leur entreprise. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Si je suis prêt, bien sûr, à répondre à toutes les questions dans le temps imparti. Oui, donc très belle présentation, je vous remercie. Donc il y a 3 questions, là, un peu plus 4 questions. Donc on va commencer par la question de Mathieu qui nous demande, étant donné votre parcours professionnel, j'imagine que vous aviez un apport personnel conséquent, avez-vous pu bénéficier d'aides parallèles? Alors, effectivement, en ce qui concerne l'apport personnel, oui, moi ça m'a permis, avec mon associé, on a pu mettre un apport qui représentait, on va dire, 30%, à peu près 30% du prix de vente de l'entreprise, du prix de cession d'entreprise. Alors, c'est un élément, effectivement, auquel les banques sont aussi très sensibles. Et pour le reste, tout à l'heure, j'ai mentionné l'apport financier, enfin le prêt taux zéro de réseau qui est un personnel. Moi, j'ai obtenu 25 000 € de la part de Réseau Entreprendre. Voilà, ce n'est pas négligeable, hein, c'est toujours bon à prendre, mais ce n'est pas significatif dans le montage global du financement. Et après, le reste, c'est un financement bancaire. Merci. Donc il y a Abdelhamid qui nous demande comment évaluer le marché si la boîte a un bon potentiel, mais le marché n'est pas encore développé, peu de clients. Excusez-moi, je n'ai pas entendu la fin de la question. Alors en fait, c'est comment donc évaluer le marché si l'entreprise a un bon potentiel, mais le marché n'est pas encore développé, celui-ci a peu de clients. Alors, Est-ce qu'il y a des méthodes? Je vais essayer de répondre le plus synthétiquement possible à cette question. On est pour le métier de l'usinage, mécanique. L'usinage il y a beaucoup de concurrents sur le marché, beaucoup d'entreprises. Ne serait-ce qu'au nord de Paris, là, il y en a beaucoup. J'ai fait une petite étude de marché. Après, il y a toujours, même si avec la crise a rebattu un peu les données en ce qui concerne, je pense notamment par exemple l'aéronautique qui est en forte crise en ce moment. C'est sûr qu'ils n'ont pas beaucoup de sous-traitants dans le domaine de la mécanique, dans l'usinage. Et les sous-traitants actuels souffrent déjà beaucoup. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un marché sur lequel aujourd'hui je vais me battre, parce qu'il y a aujourd'hui c'est un secteur un peu sinistré. Je pense que dans quelques années, ça ira beaucoup mieux, mais pour l'instant, c'est sinistré. Par contre, il y a aussi d'autres opportunités. Il y a des marchés qui, globalement, continuent à pas trop mal se porter malgré la crise. Donc, c'est vers ça qu'il faut aller. C'est 5 ou 6 clients qu'on a récupérés sont dans des domaines dans l'énergie, dans le nucléaire, par exemple. Voilà, il y a un petit peu l'automobile aussi, même si le secteur automobile a souffert ces derniers temps, mais il y a quand même des opportunités. Donc, voilà, il faut... on peut prendre des marchés rapidement, on peut aussi les perdre rapidement d'ailleurs, mais voilà, on est sur un domaine d'activité où voilà, il faut être présent, il faut être réactif. Pour moi, j'ai l'habitude de dire que dans notre métier, faire des pièces bonnes, évidemment, c'est le minimum à faire, mais il y a le service qu'on fournit avec. Si le client veut ses pièces dans 15 jours, qu'il a besoin d'un dépannage, qu'il lui faut 300 pièces, voilà, si vous lui faites, vous avez le marché. Après, on parle du prix, bien sûr, après, mais la première chose, c'est le service qu'on peut apporter et on essaie d'apporter un service de proximité. Donc, c'est ça qu'on développe, outre la technicité du métier, mais c'est aussi de développer le service qui va avec. Voilà, proposer aussi parfois des améliorations sur les produits. On ne conçoit pas les produits nous-mêmes. Par contre, leur réalisation, on peut proposer des choses. Donc là, on se bat là-dessus. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais
C'est surtout activité, opportunité et disponibilité, je pense. Voilà. Après, voilà, aujourd'hui, on est pareil un peu tous azimuts, tout secteur d'activité. Ce qu'on vend, c'est pas un savoir-faire particulier dans l'automobile ou l'aéronautique ou l'agroalimentaire. Ce qu'on vend, c'est le savoir-faire, c'est de savoir faire des pièces tournées, fraisées, souvent complexes, à unité, petite série, dans des matériaux très différents, et puis avec une réactivité importante. C'est ça le service qui est important. Là, il y a on va y répondre rapidement aux deux dernières questions. Ça va être bientôt l'heure de conclure. Donc, quelle a été pour vous la plus grande difficulté à surmonter dans votre projet? Question difficile. J'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, mais la plus grande difficulté, plutôt que de parler de difficulté, je pense que la plus grande attention qu'on avait pressentie avant l'acquisition, c'était le message et l'adhésion du personnel au projet. Il y avait, l'entreprise était, M. Multon, l'ancien propriétaire, avait fait plusieurs approches auprès de certains repreneurs qui n'étaient pas conclus. Et donc, il y avait une énorme attente de la part des salariés de dire, voilà, c'est une l'expression, mais à quelle sauce on va être mangé, ça ne va pas bien se passer, on va perdre notre emploi. Donc, il y avait une démotivation de par l'attente qui était générée, qui durait depuis un petit moment. Et donc, on est arrivé, on a expliqué notre projet, mais il a fallu voir les gens individuellement plusieurs fois, expliquer, les convaincre aussi de notre façon de travailler, parce qu'on a un petit peu effrayé venant de grands groupes. Voilà, ils se sont dit, oh là là, les deux nouveaux actionnaires, là, ils vont nous appliquer les méthodes des grands groupes automobiles. Ça les a un peu effrayés, il faut dire les choses clairement. Et donc, il a fallu les rassurer, expliquer ce qu'on voulait mettre en place. Heureusement, certains de nos salariés ont travaillé précédemment dans des grands groupes et savent un petit peu la finalité de ce qu'on voulait faire. Donc, ça a été, pour certains, plus facile. Ils se sont raccrochés par rapport à ce qu'ils connaissaient. Et d'autres, par contre, ça a été un petit peu la grande inconnue. Donc, je pense que maintenant, cette étape-là est franchie, mais c'était vraiment un point qu'il ne fallait pas rater, parce que je pense que sinon, on n'aurait pas eu l'adhésion du personnel pour le projet que l'on veut faire. Okay. Alors, enfin, du coup, dernière question pour conclure. Quelles sont les garanties que peuvent demander des banques dans l'obtention d'un prêt principal? Alors, là, les garanties sont de plusieurs ordres, c'est-à-dire que, déjà, de toute façon, la banque, elle se garantit aussi, bien sûr, c'est une prestation qui est payante et qui est à la charge de l'entreprise, mais avec BPI, en l'occurrence, il y a une contre-garantie BPI qui permet de... alors, bien sûr, ça ne couvre pas la totalité du financement bancaire, mais une bonne partie. Mais bien sûr, le coût de cette prestation de BPI est à la charge de l'entreprise, du repreneur. Après, donc, il y a en l'occurrence, moi j'étais amené à faire un apport en compte courant d'associé. Ce compte courant d'associé, il est bloqué. La banque m'a demandé de le bloquer au moins pendant une partie du remboursement de la dette sur le LBO, et il sera certainement levé au bout d'un certain temps. Donc ça veut dire que c'est des fonds qui sont bloqués. Et puis il y a une garantie personnelle qui m'avait été demandée par la banque, qui de mémoire, je crois, était à hauteur de 10% du montant du prêt bancaire. Ok, je vous remercie. Là, j'ai plus de questions de mon côté, du coup. Donc, il est l'heure de conclure. Merci beaucoup pour votre intervention. En tout cas, merci pour votre attention. J'espère que ce retour d'expérience de l'acquisition d'entreprise Multon sera utile à un certain nombre d'entre vous. Et évidemment, moi, si mes coordonnées, bien sûr, elles peuvent être communiquées aux parties. Vous avez votre mail juste derrière qui arrive. Je serais très heureux, évidemment, de compléter certaines informations, ce retour d'expérience, ou même je suis ouvert à toute discussion directe, voire même à une rencontre si ça intéresse certains, pour qu'on puisse échanger un petit peu plus sur cette expérience de reprise d'entreprise. Merci de votre disponibilité. Au revoir. Je vous en prie.